Merci beaucoup, Alain, pour cette invitation et pour cette occasion. Je ne parlerai pas du tout sur le modèle allemand et sur le cas allemand, mais je me réfère tout à fait à cette piste. Qu'est-ce qu'on attend de l'Europe et du développement européen de la part de l'Allemagne? Et si je dis de l'Allemagne, je parle comme une personne. Je ne suis pas Madame Merkel, je ne suis pas Monsieur Schäuble, je ne suis pas Monsieur Habermas. C'est-à-dire, j'exprime une vision individuelle qui est nourrie par les sources allemandes et qui réfléchit un peu les différentes sources allemandes. Et le titre de mon exposé est déjà la thèse. Non, je n'ai pas beaucoup, j'ai une seule slide. Une seule, c'est la seconde. Ce sont les 5 choses, les 5 enjeux sur lesquels je vais parler, et ça reste avec vous, ça m'accompagne mon petit exposé pendant que je parle. Ma position, et ça s'intègre très bien avec Marek, avec les différentes, et surtout avec sa question, y a-t-il pourrait-on avoir une double identité en Europe, nationale et européenne? Parce que ça, c'est le vrai défi dans notre époque où les populismes se décident non à l'Europe, oui au patriotisme, oui au chauvinisme, comme j'ai l'expérience dans ce moment, aujourd'hui, en Allemagne, dans le conflit entre M. Seehofer de la Bavière et Mme Merkel, qui est beaucoup plus ouverte vis-à-vis de l'humanisme pour les réfugiés, tandis que M. Seehofer veut fermer les frontières de l'Allemagne maintenant, comme ministre. Et ça peut être une explosion aujourd'hui, ce jour-là, en Allemagne. Ma position vise la démocratisation en Europe, ce qui implique, comme Marek l'a dit, mais qui vise ce qui implique de regagner la hégémonie du politique en Europe. L'Europe a perdu l'hégémonie politique vis-à-vis les marchés, vis-à-vis les acteurs de l'économique. Et il faut regagner l'hégémonie du politique et c'est un paradoxe comme de dire ça comme allemand. Ça implique le dépassement de la domination économique de l'Allemagne en Europe. Il en suit un paradoxe. Pour faire naître une structure démocratique en Europe, l'Allemagne doit utiliser son poids économique pour réduire les inégalités en termes d'influence en Europe, y compris en réduisant sa propre influence économique, et faire émerger la voix des peuples dans leur diversité, mais sans disparité en Europe. Je distingue bien diversité, comme on le souligne dans tous les colloques, de disparité, c'est-à-dire une diversité hiérarchisée entre différentes nations et entre différents groupes. Dans ce colloque, on parle de l'avenir des solidarités en Europe
pas directement de la politique, mais les deux dimensions, les solidarités et les sociales, et le politique, sont étroitement liées. L'histoire européenne, comme l'a constaté Hugo Zinsheimer, qui était le premier grand penseur du droit du travail allemand, et européen même, et comme il a théorétisé Thomas Marshall, le fameux philosophe et sociologue anglais, nous enseigne qu'il y a une logique dans les droits de citoyenneté, les droits de citoyenneté émergents. Les droits civils comme propriété, liberté de contrat et tout ça, les droits civils pouvaient se développer au XVIIIe siècle au sein des systèmes autoritaires. Quant aux droits sociaux réalisés dans le XXe siècle, ils présupposent les droits civils et politiques acquis au XIXe siècle, dont notamment le droit de vote, les libertés d'expression, d'association et de négociation collective de voie démocratique. Sans démocratie, aucun État social. Et ça met en cause de nouveau le rôle politique dans notre changement. Et même si on prend à la sérieuse les propositions qu'a données Gaël Girard dans son exposé sur une réorientation de toutes les politiques de la monnaie, ça exige, pour ça faire, ça exige l'hégémonie du politique vis-à-vis de l'économique. Autrement, ça ne marche pas. Il est clair, c'est ma première thèse. Il est clair qu'en Europe, il y a une pluralité de notions et de concepts d'État social. Ça a été évoqué à plusieurs reprises pendant cette journée. Dans la systématisation comparative réalisée par Franz Xaver Kaufmann, il y a trois spécificités du Sozialstaat allemand, de l'État social allemand, qui combinent les principes de solidarité avec ceux de subsidiarité. Premièrement, le droit social, droit du travail individuel et collectif, joue un rôle important, dominant en Allemagne pour le développement de la politique sociale. Premier point. Deuxième point, la redistribution des revenus est effectuée par un financement par contribution, Beiträge, contribution, cotisation des assurés plutôt que par des services ou des prestations publiques par l'État. Ce sont plutôt des systèmes d'association, assurance sociale, avec des différenciations de statut dans le cadre d'une association assurance sociale. Et troisième point, le principe de subsidiarité en Allemagne se traduit par un haut degré de délégation des services publics à des opérateurs non étatiques. Les associations, il faut un séminaire particulier pour comprendre ça, mais ça c'est un pilier du modèle social allemand. Ainsi caractérisé, le Sozialstaat allemand se distingue bien du welfare state et également de l'État-providence. Je pourrais expliquer ça dans le débat si nécessaire. En ce qui concerne l'Europe, la doctrine allemande du droit social européen constate
et je pense tous les contribuants de cette journée ont partagé cette vue, constate qu'il y a, au-delà des États sociaux nationaux, un principe d'État social sur le plan européen. Et ce n'est pas seulement l'article 3, paragraphe 3 du traité qui parle d'une économie sociale du marché, tu l'as évoqué, mais c'est surtout les valeurs principaux en Europe qui ont gagné dans les 2 décades que j'ai expériencé avec Alain Supiot, avec Ryan Burkhardt, qui ont développé un énorme poids juridique sur le plan du droit primaire européen. C'est la dignité de l'homme, c'est la démocratie et c'est la solidarité. Ça n'existait pas quand j'étais jeune, les principes. Ils n'existaient pas dans les droits européens. Ils se sont développés dans les dernières deux décades avec un poids énormément important. Et ces 3 valeurs du droit primaire européen se combinent selon article 6, paragraphe 3 du traité, avec les droits constitutionnels des pays membres, parce que cet article dit que les principes communs constitutionnels des pays membres font partie du droit primaire européen. Et ça veut dire pas seulement la notion économie sociale du marché, qui est très disputée, comme vous savez, mais cette tradition commune constitutionnelle avec la dignité de l'homme, démocratie et solidarité dans leur centre est une communauté qui ne se trouve pas en Asie, qui ne se trouve pas dans les États-Unis, dans cette manière claire, mais qui fait quelque chose comme une identité à la fois européenne et nationale, selon mon avis. Il en résulte, après la jurisprudence constitutionnelle de notre Cour de Constitution, une force juridique de ce principe de l'État social, c'est-à-dire plus précisément, il s'agit d'une obligation pour tous les acteurs européens d'adapter toutes les mesures européennes, soit législatives, soit exécutives, soit judiciaires, aux impératifs du social. Le social n'est pas quelque chose en plus, c'est un ingrédient nécessaire de la identité constitutionnelle, soit nationale, soit européenne. Bon, ça me conduit au 3e point. Il est vrai que ce principe de l'État social n'a jamais été appliqué par les acteurs officiels de l'Union européenne. Et pendant toute cette journée, on a évoqué plusieurs exemples de cet non-respect vis-à-vis ce principe. Évidemment, dans les 2 crises fondamentales de l'Europe, la crise financière de 2012 et la crise des réfugiés, ce n'est pas la crise des réfugiés, c'est notre crise de 2015, dans toutes les 2 crises, le respect du social n'a pas régi en Europe. Mais ce n'était pas déjà le cas au début de la CEE. D'abord, le social a toujours été subordonné à l'économique. Sous la dominance du néofonctionnalisme, c'était la théorie officielle, le social a été dévalorisé comme le spillover, comme le produit indirect de l'économisation
Bien que le droit primaire européen eût promis l'égalisation dans le progrès du début de 1957, du début. Ensuite, l'introduction Alain l'a évoqué, l'introduction du marché unique n'était jamais accompagnée par une harmonisation correspondante au plan social dans 1986. Enfin, là encore, l'instauration de l'union monétaire est exposée au risque de sa faillite, faute d'avoir introduit en même temps l'union politique. La monnaie unique sans union politique, à mon avis, c'est un risque que l'on ne peut pas supporter. Et on est maintenant dedans, dans ce risque, ou peut-être même dans la faillite, près de la faillite. Suite à ces différences et défauts systémiques, l'Europe a vécu un processus de renationalisation inconnu de toutes ses politiques. Cette renationalisation a été accompagnée et parfois provoquée par différents populismes nationaux, surtout populisme de droite, parfois de gauche. En plus, l'intégration systémique, comme Habermas l'appelle, des économies nationales dans l'économie mondiale et dans les réseaux digitaux mondiaux ont augmenté et rendu évidente l'incapacité croissante des États-nations à résoudre les problèmes qui en résultent. Ce qui reste de ce développement, c'est que Helen Wallace, une analyste britannique énormément forte, elle appelle ça la nouvelle transgouvernementalité intensive. C'est-à-dire, il n'y a pas une transnationalité, mais il y a une transgouvernementalité. Les gouvernements coopèrent hors les constitutions des nations, les polices coopèrent, les ministres coopèrent, les juges coopèrent, mais ce n'est pas un transnationalisme, c'est transgouvernementalisme. Habermas, mon ami Habermas, il parle d'un fédéralisme post-démocratique des exécutifs en Europe. Il appelle ça postdemokratischer Exekutivföderalismus en allemand, c'est-à-dire fédéralisme post-démocratique, c'est au-delà des constitutions, des exécutifs. Ce qui coopère, ce sont les exécutifs, moins les législateurs et pas les peuples. Bon, quelle résolution c'est mon quatrième point que vous lisez sur le plan. Il ne faut pas, à mon avis, c'est un point peut-être faible, très normatif, il ne faut pas renoncer à ce cadre normatif de base qui est l'État social européen combiné avec les États sociaux nationaux. Il ne faut pas y renoncer et dire c'est une illusion, la politique est autre. Mais il faut le faire plus fort. Mais comment faire ça? Et ça, c'est le cinquième point. L'Europe semble avoir besoin d'un cadre normatif pour son orientation. C'était toujours un élément pour la quatrième thèse. Je pense pas, ce n'est pas une production d'une illusion par les élites européennes
tous les progrès de l'État social européen, mais c'est une réalité normative qui a exigé beaucoup de travail dans tous les pays membres, dans les parlements nationaux et tout ça. Et c'est pourquoi, me semble-t-il, un type de légitimité est vraiment nécessaire pour le projet européen et on ne devrait pas y renoncer à cause de la politique qui ne accepte ça. Bon, comment pourrait être, es tut mir auch leid, comment atteindre à cette but de regagner l'hégémonie politique en Europe. À mon avis, et je dois admettre, en Allemagne, on a un grand espoir dans votre nouveau président, qui n'est pas un homme de l'État social, je suis, mais c'est le seul politicien en Europe qui a gagné une élection avec l'Europe et pas contre l'Europe. Et ça nous donne au moins un kairos, une fenêtre d'opportunité de réfléchir le projet européen, la refondation européenne et la refondation politique européenne. Bon, c'est selon Habermas est un vrai européen parmi les penseurs allemands. Ce qu'il faut, ce sont les piliers suivants. Une constitution politique de l'Union européenne. Je sais, c'est un projet d'immenses difficultés, mais les traités sont droit primaire, mais il y avait cet échec de la Constitution, on le sait, mais il faut gagner une base vraiment constitutionnelle et pas seulement intergouvernementale, avec des souverainetés précisément partagées, comme le dit Marek. Précisément, on ne parle pas du système avec l'Europe seule et la négation des États nationaux. Non, on partage du multi-tiered system, un système de différents niveaux avec de claires définitions des compétences. Ça c'est important. Ce qui est nécessaire, c'est un type de gouvernement européen. Il n'y a pas de gouvernement européen. Il y a le Conseil, qui sont les gouvernements nationaux. Il y a une commission. Est-ce que les 5 présidents. Et 5 présidents, oui, c'est ça. Mais, et là, l'idée de Macron, je n'ose pas dire son nom de nouveau, était un ministre de financier. Mon ami, le chef des syndicats allemands, Rainer Hoffmann, a ajouté il faut avoir un contrepoids, un ministre du Travail sur le plan européen, c'est-à-dire quelqu'un qui peut exprimer les politiques sur le plan européen, mais qui doit être légitimisé à travers la communauté, c'est-à-dire il faut, troisième élément, il faut rejeter cette tendance au transgouvernementalisme et retourner à la méthode communautaire, comme l'a dit Fernando. La méthode communautaire qui a été
laissé par les acteurs, surtout par Madame Merkel. Elle a quitté le chemin de la méthode communautaire avec les six-pack, avec les différentes législations et décisions pour la santé. Oh, c'est trop long. Bon. Quatrième élément, il faut avoir des candidats et des listes communes entre les différents pays-nations, c'est-à-dire les listes nationales, et je suis contre la Commission qui, dans cette année, qui s'est fixée sur le vieux système des listes nationales vis-à-vis des élections européennes. Et il faut plus de transparence, ça je trouvais de la part des élites nationales concernant leur politique européenne. Parce que vous savez tous que les élites nationales font toujours le community bashing. Les mauvaises décisions sont imputées à l'Europe. Les bonnes conclusions ou résultats sont réclamés pour l'État. Et ça ne va pas. Mais c'est-à-dire, il faut une démocratie supranationale ancrée toutefois dans les démocraties des États membres. Mais pour cela faire, il faut un nouveau transnationalisme en Europe, c'est-à-dire des relations non étatiques entre des citoyens, les syndicats, les citoyens de différentes villes, des étudiants, des travailleurs de différentes échelles. Une transnationalité, et il y a déjà des éléments. J'ai étudié, avec mon équipe, j'ai étudié tous les accords des dialogues sociaux en Allemagne, des dialogues transnationaux en Europe. Là, il y a déjà quelque chose où les gens se confrontent, où ils se développent des idées communes. C'est-à-dire, cette idée intéressamment, c'était Étienne Balibar qui a reçu le prix Hannah Arendt chez nous dans la ville il y a un an, et il s'est exprimé dans cette manière: il faut soutenir la démocratie européenne, mais pour ça faire, il faut un mouvement transnational et culturel. Pas seulement une décision politique ou formaliste ou institutionnaliste. OK, c'est tout. Merci. Merci beaucoup, Ulrich. Voilà autant d'idées qui seront utiles pour aussi la table ronde finale de demain en fin d'après-midi, qui doit déboucher sur des propositions. Pour aujourd'hui, nous avons un gros quart d'heure, donc peut-être on va prendre peut-être quelques questions autour de la table d'abord, et puis ensuite je me tournerai vers la salle s'il y a des observations, des remarques, des critiques.